Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marie-Charlotte Garin, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de Lyon, élue sur les listes Europe Écologie Les Verts. Vous êtes à l'Assemblée, vous avez été chef de file des écologistes sur le texte de loi sur l'assurance chômage qui est passé fin septembre. Alors c'était une opposition majeure. Pensiez pas qu'effectivement, quand on voit que l'économie redémarre, qu'il y a un problème de recrutement, il fallait modifier ce texte de loi? Il y a un problème de recrutement. Après, ce qu'on constate avec ce texte de loi, c'est qu'il y a un problème de méthode, puisque le gouvernement en fait, nous a demandé de prolonger et d'aller plus loin que le décret qui avait été mis en place en 2019, et en nous posant la question finalement de lui donner un blanc-seing et de lui dire « Ok, on vous fait confiance et vous allez tout décider par décret ensuite ». Donc il y a deux problèmes là-dedans. Déjà, c'est compliqué de demander aux parlementaires de voter quelque chose sans savoir ce qu'il va y avoir dedans. Donc elle va être, on nous parle de modulation de l'indemnisation de l'assurance chômage, donc quelle va être cette modulation? Et ensuite, l'autre sujet, Alors, ce qui est évoqué, c'est pas de jouer sur les montants, c'est c'est de ça. jouer sur les durées, notamment pour les plus de 55 ans, qui aujourd'hui peuvent être indemnisés jusqu'à 36 mois. Ce serait peut-être les ramener à 30 mois ou à 24 mois. C'est ça, Ou ce serait pour l'ouverture des droits, absolument. qu'il faille avoir travaillé non pas 6 mois, mais peut-être 7 ou 8 mois, en fonction de l'état du chômage. C'est ça. Et le deuxième problème, c'est de se dire qu'on glisse d'une gestion de l'assurance chômage qui est paritaire, donc c'est-à-dire entre les partenaires sociaux et l'État, à une mainmise de l'État sur l'assurance chômage, en disant que finalement là, on n'a plus de négociations, on a des concertations, et c'est là où c'est problématique. Et puis on a aussi, donc une fois qu'on a parlé de la méthode, on a aussi une question de fond, puisque finalement, ce que nous demande le gouvernement, c'est de voir l'assurance chômage comme un levier vers le plein emploi, justement en durcissant l'accès à l'indemnisation. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est que l'assurance chômage, c'est un droit, les gens cotisent pour en bénéficier, et qu'il faut leur donner le plus de visibilité et de lisibilité possible sur ce à quoi ils ont droit. Et sachant que le gouvernement propose aussi ce qu'on appelle la contracyclicité, donc c'est-à-dire en fonction de la conjoncture économique, les droits varient. Donc si ça va bien, on a plus ou moins d'indemnisation. Et ça, c'est aussi compliqué parce que ça ne permet pas aux gens d'avoir une stabilité et une visibilité sur leurs droits. Alors, est-ce que ce dossier que vous avez suivi illustre pas un peu votre stratégie, la difficulté de votre stratégie qui est dans une stratégie d'opposition, contrairement à LR qui est dans une position plus constructive? Et LR, la droite, a réussi à faire passer un certain nombre d'amendements sur ce projet de loi qui leur tenait à cœur, notamment sur les abandons de poste. Désormais, on pourra plus, ce sera considéré comme une démission, où ils ont obtenu une discussion sur les gens qui refusent un CDI après un CDD. Finalement, est-ce que vous ne regrettez pas d'être dans une posture trop opposante? Je crois qu'il ne s'agit pas de regretter sa posture quand on sait qu'elle est juste par rapport au programme qu'il nous a porté dans l'hémicycle aussi. Et fondamentalement, et on l'a acté avec le ministre du SOPT, on a une différence de vision. Donc quelque part, on ne peut pas demander à un groupe politique de se Vous pourriez compromettre. tirer le gouvernement vers vous. Et Mais là, c'est ce qu'on a essayé de faire. mais avec votre stratégie, du coup, vous les poussez dans les bras de la droite qui arrive à faire passer ces amendements. Je crois qu'il faut remettre la responsabilité là où elle est. C'est le gouvernement qui dit qu'il fait un en même temps, mais qui ne choisit ses alliances qu'à droite dans l'hémicycle. Et il l'a fait sur ce texte. Ça ne sera peut-être pas le cas sur les prochains textes, mais sur le texte assurance chômage, il l'a fait et il est allé En chercher même ses temps, vous faites alliances savoir que vous ne voterez pas les textes, donc ce n'est pas exclusivement à facile droite. d'aller négocier avec vous. On ne dit pas qu'on ne vote pas les textes de manière systématique, on dit simplement qu'il doit y avoir le temps du débat. Et on ne peut pas, avant que le débat ait eu lieu dans l'hémicycle, dire ah bah ça y est, c'est plié. Nous, on croit encore au débat parlementaire. Mais après, on a un gouvernement qui reste très ancré aussi sur ses positions. Et on a voté des amendements de nos partenaires. On a voté des amendements d'autres groupes d'opposition. On a voté des amendements et des articles du gouvernement. Mais à la fin, quand on regarde l'ensemble, si le compte n'y est pas et si en plus on est fondamentalement opposé en termes de vision, on va pas, sinon, le sens du positionnement politique des uns et des autres et la notion d'opposition, elle ne sert plus à rien dans l'hémicycle. Alors l'autre sujet qui arrive cette semaine, c'est le projet de loi de finances. Là-dessus aussi, c'est clair que vous ne le voterez pas. Et finalement, vous allez pousser le gouvernement à déclencher le 49.3. Alors, à nouveau, c'est le gouvernement qui prend ses responsabilités et qui décide, en étant incapable finalement de gouverner dans une assemblée qui est redynamisée dans son parlementarisme, c'est le gouvernement qui prend ses responsabilités et qui n'est pas capable d'aller chercher des Pour trouver un compromis. compromis, il faut être deux. Dès lors Oui. que du côté de la NUPES, on fait savoir très clairement que jamais on s'associera à une majorité, jamais on votera un budget, ils n'ont pas tellement le choix. C'est pas la posture qu'on a. En tout cas, dans mon groupe politique, on a toujours dit que ce qui irait dans le bon sens, on voterait pour, et c'est ce qu'on fait jusqu'à présent. Et quand on est fondamentalement en désaccord, on vote contre. Et c'est le jeu. On ne va pas nous demander de voter contre nos idées non plus. Vous pourriez voter le budget et donc faire partie de la majorité? Non. On pourrait voter le budget si des pas étaient faits vers la gauche de l'hémicycle de manière assez significative et de manière assez engageante. Et pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas ce qui a été annoncé, c'est pas ce qui a été prévu. Nous, ce qu'on nous annonce, c'est un 49.3 parce que justement, il n'y a aucune envie d'aller chercher du compromis dans l'hémicycle.
C'est le résultat aussi d'une politique extrêmement stricte et très... j'ai pas envie d'utiliser dogmatique parce qu'on nous le reproche aussi souvent et je trouve que c'est vide de sens. Mais en tout cas, c'est une posture qui est extrêmement droite et qui ne va pas chercher de souplesse, en tout cas à gauche de l'hémicycle. Alors anticipons un tout petit peu, si jamais il y a un 49.3, il y aura très probablement une motion de censure qui sera présentée. Peut-être que c'est le Rassemblement national qui présentera la sienne en première. Est-ce que vous pourriez voter cette motion de censure si elle émanait du Rassemblement national? Nous ne voterons pas une motion de censure qui émane du Rassemblement national, comme nous ne votons aucun amendement, aucun article qui émane du Rassemblement national. Est-ce qu'au fond, de toute façon, vous n'auriez pas intérêt à éviter qu'une motion de censure soit adoptée? Nous, on va déposer la nôtre, du côté de la NUPES. Si elle est adoptée, dont acte. S'il faut repartir en campagne les uns et les autres, on est prêts et on est prête. En attendant, nous, on fait plutôt le vœu que ce gouvernement réussisse en fait cette transition où on a injecté un peu de parlementarisme, en tout cas de démocratie participative proportionnelle à l'Assemblée, et qu'on puisse poursuivre là-dedans et qu'on prenne en compte enfin en fait la pluralité des expressions. Pourquoi présenter une motion de censure dans ce cas-là? Parce que face à un 49.3, la réponse c'est une motion de censure. Et c'est normal. Et on est quand même dans un des rares gouvernements d'Europe qui n'a pas demandé le vote de confiance en arrivant. Donc, s'il y a une motion de censure qui est adoptée, Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il lancerait une des solutions. Est-ce que la gauche serait pas la plus mal placée finalement pour aborder de nouvelles législatives? Je crois qu'à l'heure actuelle, personne n'est en capacité de dire à qui bénéficierait une nouvelle élection législative. Quand on regarde les sondages d'opinion, on a le sentiment que ceux qui seraient les grands bénéficiaires, c'est le Rassemblement national, qui a réussi depuis quelques mois avec une stratégie de légitimisation, on dit la stratégie de la cravate, contrairement à vous qui êtes beaucoup dans la contestation. On voit que finalement, les Français seraient peut-être plus favorables à la position du Front National. Mais je crois que cette légitimisation du Rassemblement national, elle a aussi été aidée grandement par le gouvernement qui n'a pas fait barrage au deuxième tour des élections législatives. Elle est aussi aidée grandement par le gouvernement et sa majorité qui leur a donné en fait des places de vice-présidence. C'est toujours la faute des autres, c'est pas du côté de la NUPES que vous avez des responsabilités depuis votre élection. Ce que je dis, vous n'avez pas déçu votre électorat? De manière très claire, on voit quand même qu'il y a eu une banalisation qui a été aidée par le gouvernement. Quand on laisse rentrer en fait de manière, il faut le rappeler, ces postes qu'ont eu les membres du Rassemblement national au sein de l'Assemblée, ils n'étaient pas gratuits, ils n'étaient pas offerts, ils n'étaient pas prévus dans les textes. C'est l'usage, et en fait, c'est le gouvernement qui a choisi de perpétuer cet usage. Donc oui, quand on a des vice-présidences qui sont du Rassemblement national, en fait, qui président nos assemblées dans l'hémicycle, en fait, c'est pas neutre, parce que ça les assoit dans une posture de gouvernement. Et ça, en 2027, c'est les conséquences qu'on va devoir payer aussi aux prochaines élections, puisqu'on les aura légitimées. Mais en attendant, le visage du RN, c'est qu'il nous pose encore des amendements qui sont xénophobes, qui sont racistes, et ça, ils le font dans l'hémicycle. C'est juste qu'on en entend beaucoup moins parler dans les médias. Mais quand on propose d'interdire en fait, le vote en entreprise aux gens qui ne parlent pas français ou qui n'ont pas la nationalité, alors qu'en fait ce sont des gens qui travaillent comme tout le monde, ça pose problème. Et ça, c'est le vrai visage du Rassemblement national. Et ça, il faut être en capacité de le voir à nouveau. Donc on peut dire la gauche n'est pas responsable de la place du Rassemblement national. La gauche est responsable de comment elle est perçue dans l'opinion publique et du travail qu'elle fait. Là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une rentrée qui a été plus compliquée, mais en attendant, on s'est remis au travail, on est mobilisé sur les textes, on fait le travail en commission, on fait le travail dans l'hémicycle, et on porte des propositions aussi. Est-ce que la gauche ne paye pas un peu la stratégie Sandrine Rousseau, qui est d'imposer son agenda avec des polémiques assez fortes sur les thématiques que vous défendez, et finalement vous êtes pris un peu les pieds dans le tapis avec les histoires Julien Bayou, Adrien Quatennens? Moi, il y a quelque chose qui me dérange profondément dans l'analyse médiatique qu'on fait de cette séquence, c'est de remettre sur une femme en fait, des histoires qui sont des histoires en fait, de violences faites aux femmes où des hommes sont mis en cause. Donc à partir du moment, je pense qu'il faut refaire la part des choses sur quel est le débat, où est-ce qu'on déplace le curseur. Donc qu'il y ait des prises de parole qui soient problématiques de certaines personnes, il y en a, de tous les côtés, de tous les bords. Qu'il y ait des stratégies qui soient problématiques, c'est le cas aussi. La vraie question, c'est comment est-ce que les mouvements politiques vont devenir plus résilients et être capables d'absorber le choc qu'est une femme qui parle quand elle signale des violences sexistes et sexuelles. Et ça, c'est notre responsabilité d'être exemplaire, puisque si on est incapable de protéger les femmes au sein de notre mouvement, on n'est pas exemplaire pour protéger les femmes dans la société de manière générale. Et je pense qu'il faut bien recentrer le débat sur, c'est une question de comment est-ce qu'on prend en charge les violences sexistes et sexuelles dans nos mouvements politiques et dans ce pays de manière générale où le gouvernement ne met pas les moyens sur la table, on n'a toujours pas le milliard pour les associations, on n'a toujours pas assez de places d'hébergement d'urgence et les associations féministes continuent à le dire, pour l'instant c'est insuffisant les efforts qui ont été mis de ce point de vue-là. Et alors, quand on entend ça, on se demande pourquoi vos collègues Adrien Quatennens et Julien Bayou sont encore à l'Assemblée? Mais parce que ça c'est la responsabilité de la justice en fait. C'est à la justice de rendre son avis là-dessus.
C'est pas à moi, Marie-Charlotte Garin, députée de la 3e circonscription du Rhône. Ça peut être un choix politique de démissionner avant une décision de justice. Oui, ça peut être un choix politique, mais c'est un choix politique qui appartient aux personnes mises en cause. Vous ne le demandez pas? Moi, je ne le demande pas. Un mot sur, sur un sujet local sur lequel vous êtes engagé. Vous étiez en solidarité aux parents de l'école Gilbert Dru qui héberge des enfants à la rue. Vous dites sur les réseaux sociaux, un toit c'est en droit. Est-ce que ce n'est pas un échec quand même de la promesse faite par Grégory Doucet à la mairie de Lyon qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue à Lyon, alors qu'on voit encore à cette rentrée, ce début d'automne, on est à plusieurs centaines d'enfants dans les rues de Lyon? On est à 189 enfants à la rue sur la métropole de Lyon pour l'instant. Ce qu'on constate, c'est que la ville a mis à disposition en fait, du patrimoine municipal pour héberger, comme ça n'avait jamais été fait avant, des enfants à la rue et leurs familles. Après, il faut rappeler que la question de l'hébergement d'urgence, c'est bien une responsabilité de l'État. On a le ministre qui est venu en déplacement, qui a dit qu'en 2 jours, il allait tout régler, mais je pense que ça partait d'une bonne volonté, que ce n'était pas de la posture politique. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un problème de moyens. Et pour l'instant, ce qu'on nous annonce dans le projet, dans le texte budgétaire, c'est que c'est 14 000 places qui vont être supprimées d'hébergement d'urgence. Donc on a vraiment besoin que l'État remette en place la question des moyens pour qu'on puisse accueillir correctement en fait, ces familles. Et est-ce que Grégory Doucet n'est pas allé un peu vite en promettant qu'il n'y aurait plus d'enfants dans les rues à Lyon? Mais je crois qu'il est louable en fait, d'avoir cet objectif collectif pour le mandat. Après, il y a la question de comment est-ce que tous les acteurs qui sont concernés travaillent de concert pour y arriver. On ne peut pas mettre sur une municipalité qui en plus est de plus en plus en difficulté parce qu'on sait que la hausse des prix de l'énergie impacte grandement les budgets locaux. Et pour l'instant, le gouvernement n'aide pas les collectivités à prendre tout ça en charge. Donc, je pense que chacun y met de la bonne volonté. Maintenant, on a eu des bonnes paroles de la part du gouvernement, on va dire un engagement presque moral. Maintenant, il va falloir qu'il y ait des moyens financiers derrière qui suivent. Marie-Charlotte Garin, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.